Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans la taverne du gamer. Je suis Sid pour une émission très spéciale. Déjà spéciale pour moi et spéciale pour vous parce que je ne serai pas dans l'émission. Il n'y aura que Kira cette semaine pour vous dire des choses extrêmement intéressantes. J'adore le programme en tout cas de ce qu'il vous a préparé. Et pour ma part, il y aura juste cette introduction et le montage, etc. Ce que je fais d'habitude. Parce que j'ai l'immense bonheur, le plaisir de vous annoncer que je suis papa depuis le 23 avril. Donc, mes nouvelles responsabilités m'obligent. Donc, je fais des allers-retours maternité-maison qui me laissent juste le temps de préparer cette petite introduction et de faire le travail sur l'épisode. Donc je suis évidemment très heureux de vous partager ça. Un petit tavernier en plus vient rejoindre notre grande famille de la Taverne du Gamer. L'occasion aussi pour moi de saluer le travail incroyable des soignants dans les hôpitaux qui sont vraiment nos héros du quotidien, des personnes qui font beaucoup de bien autour d'eux. Donc voilà, je leur fais très officiellement un big up à la Taverne du Gamer. Et je me dis que c'est aussi ça la Taverne du Gamer. Pour ceux qui nous suivent depuis maintenant plus de 4 ans, vos vies ont évolué, les nôtres aussi, vous le voyez. Nos situations personnelles évoluent et on vous partage un petit peu ça de temps en temps au gré de nos envies. Vous le savez que Kira et moi, en plus, nous sommes cousins. Donc même pour lui, la famille s'agrandit. Et donc c'est avec beaucoup de joie et de bonheur qu'on vous partage cette information. Donc vous me retrouverez très vite. La Taverne du Gamer, évidemment, ne s'arrête pas. Néanmoins, là, je suis occupé à des moments très précieux, très uniques à partager avec ce bébé et la maman. Tout le monde va bien, le bébé et la maman, et moi aussi. Donc voilà. Je vous laisse avec Kira qui va vous donner le programme, etc., etc. Vous allez voir, encore une fois, c'est une belle émission. Et pour cette fois-ci, je serai comme vous, un auditeur. J'écouterai la semaine prochaine mon travail de montage et ce qu'aura dit Kira avec plus d'attention que je le ferai évidemment lors du montage parce que j'écoute, mais je profite pas de la même façon la semaine prochaine. Donc cette semaine pour vous, je serai parmi vous en tant qu'auditeur. Donc gros big up à Kira, merci pour le temps qu'il y a consacré sans moi. Et moi je retourne pouponner et je vous souhaite le meilleur, plein de bonheur pour vous dans vos vies. Je vous souhaite, comme je vous dis, le meilleur pour vous et vos proches. Et on se dit à très vite et big up à Kira, un grand merci. Bonjour à tous et bienvenue à la Taverne du Gamer. Je suis Kira. En solo cette semaine car notre ami Sid est papa, vous l'avez entendu en préambule, donc n'était pas disponible pour faire cet enregistrement. Donc déjà pour commencer, félicitations mon petit Sid. Chers amis internautes, n'hésitez pas à le spammer de messages de félicitations sur Twitter, Facebook, Instagram. Vous avez également le site web pour ça, donc surtout lâchez-vous, ça lui fera grandement plaisir. Du coup, épisode spécial cette semaine, car comme je suis tout seul, je ne traiterai pas de news. Ça me paraît peu intéressant de parler de nouveautés, mais tout seul comme ça, sans avoir cet effet de débat avec Sid. Malgré tout, je vous ai quand même préparé 2 chroniques, donc il y aura un test et un sujet hors sujet. Au niveau du test, ce sera un test rétro, Star Wars République Commando, un jeu qui est sorti en 2005, ça nous rajeunit pas. Et derrière, en sujet hors sujet, je vous parlerai du film Michael, le biopic sur Michael Jackson que j'ai vu au cinéma cette semaine. Il n'y aura pas de musique au cours de cet épisode, donc pas de musique de Star Wars ni de musique de Michael Jackson, tout simplement car on veut éviter d'avoir un gros strike. C'est vrai qu'ils sont un peu tendus là-dessus dernièrement et de par le fait on va éviter de se faire cibler. Du coup on lance le générique et j'attaque avec le test de Star Wars République Commando. Star Wars République Commando est un jeu qui est sorti donc en mars 2005 à l'époque sur PlayStation 2, Xbox et PC. Il s'inscrit dans une période particulièrement fertile pour la franchise Star Wars, car à cette époque, l'univers imaginé par George Lucas connaît quand même un gros boost cross-média grâce à la sortie imminente
de Star Wars La Revanche des Sith. Donc c'est le dernier épisode de la prélogie, le fameux épisode 3, qui est à mes yeux un de mes Star Wars préférés. Je le placerai deuxième si je dois faire un top de mes Star Wars. Et ce jeu arrive donc dans un contexte où les fans veulent du contenu qui approfondit la guerre des clones, ce conflit galactique à grande échelle encore relativement peu exploré, hormis dans les romans à cette époque. Et donc c'est développé par LucasArts. Le projet ambitionne de proposer une vision différente de cet univers, quelque chose de plus immersif, de plus brut, et surtout centré sur des soldats plutôt que sur le Jedi, ce qui était quand même assez original, il faut dire. La genèse du projet repose sur une idée simple, mais vraiment efficace, c'est plonger le joueur dans la peau d'un soldat clone inspiré par des jeux tactiques très à la mode à l'époque, comme Halo, Rainbow Six ou Ghost Recon. Alors, Rainbow Six et Ghost Recon, c'est vraiment pour l'aspect tactique. Halo, c'est plus pour les ambitions du jeu. En fait, ils ambitionnaient vraiment de faire une saga aussi populaire que la saga de Microsoft. Et le développement vise vraiment à combiner action nerveuse et coordination stratégique. L'objectif était clair, c'était humaniser les clones en leur donnant une identité propre, une personnalité et un rôle central dans le récit. Et c'est là que le jeu a également conçu pour exploiter, le jeu a été conçu initialement pour être aussi une vitrine technologique via son moteur graphique qui était capable de rendre des environnements détaillés et des effets visuels assez clinquants. Et du coup, le jeu est également conçu pour exploiter les capacités techniques des consoles de l'époque pour en faire un jeu vitrine, donc avec un moteur graphique capable de rendre des environnements détaillés et des effets visuels clinquants. À notre époque, forcément, ça a vieilli. Je l'ai fait sur Switch, mais il y a quand même quelques moments où c'est encore appréciable de le voir tourner. Et surtout, sortir un République Commando en parallèle de la Revanche des Sith n'est pas anodin. Ça participe à une stratégie globale visant à enrichir l'univers étendu autour du film, alors que le long métrage met en scène la chute de la République des Jedi et la transformation d'Anakin en Dark Vador. Le jeu propose une perspective plus terre-à-terre, celle de soldats qui exécutent les missions les plus dangereuses dans l'ombre des événements majeurs. Donc je trouve que c'est hyper complémentaire et ça renforce la cohérence globale de la saga, tout en apportant un regard inédit sur cette fameuse guerre noire, comme on dit en France avec les anciennes traductions. Et puis aussi également pour faire de l'argent, tout simplement. C'est vrai qu'un gros film comme Star Wars est une sacrée locomotive pour pouvoir lancer des jeux vidéo à côté. Au niveau du synopsis, on va suivre l'escouade Delta, donc une unité de commando d'élite composée de 4 membres. On va y incarner le joueur RC-1138. Donc pour les fans de George Lucas, vous avez sûrement reconnu la référence, qu'on surnomme Boss tout au long du jeu. Donc c'est le chef d'escouade et l'histoire débute lors de la bataille de Geonosis. Donc c'est l'événement clé à la fin de l'attaque des clones. Donc c'est toute la conclusion du film en fait sur cette fameuse planète désertique. Et très vite, l'escouade est plongée dans des opérations spéciales. On a de l'infiltration, du sabotage, de l'élimination de cibles prioritaires. Et on va visiter pas mal cette fameuse galaxie lointaine, très lointaine. On va être sur des vaisseaux séparatistes, sur une planète, des planètes inhospitalières. On va se retrouver sur Kashyyyk. Enfin, vraiment, c'est un jeu qui va vous faire voyager. Et on va affronter, bien sûr, les fameux droïdes de la Fédération du Commerce. Mais pas que. On va avoir des ennemis plus imprévisibles, comme les Trandoshan, ou des ennemis plus organiques. Et c'est là où c'est cool, c'est que même si nous jouons à un jeu avec un simple clone, on va dire random, dans l'univers de Star Wars, loin de la grande histoire, on joue malgré tout un clone qui a une personnalité et surtout qui a des collègues avec lui en fait. Et c'est là où c'est intéressant, c'est que même si nous jouons avec des PNJ, la fraternité entre les membres de l'escouade est bien présente. Il y a beaucoup de dialogues dynamiques, des interactions constantes et des réactions contextuelles qui donnent vie à ces personnages. Et ça donne vraiment cette sensation de ne pas être seul. Lors de ce jeu, vraiment, je dirige une escouade soudée, enfin une équipe soudée, chacun ayant un rôle précis.
Le jeu explore subtilement la thématique de la conviction des clones, la loyauté envers la galaxie, enfin du moins envers la République, leur identité, leur relation aussi avec cette fameuse entité qui les dirige, où ils vont du coup effectuer des missions sans poser de questions, car ils sont, on va dire, programmés pour ça. Et le jeu parvient à suggérer une dimension plus humaine à ces soldats génétiquement modifiés. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'époque, les soldats clones qu'on avait vus juste avant la sortie du jeu, c'était uniquement les soldats clones de l'épisode 2. Donc c'était tous des personnages interchangeables avec leurs équipements, tous plus ou moins de la même couleur. Que là, ils ont décidé d'intégrer une personnalité à chaque clone et des événements, enfin des éléments cosmétiques différenciants qui permettent justement de bien les identifier. Mais j'en parlerai tout à l'heure. Le gameplay constitue pour moi l'un des points forts du titre, et c'est toujours le cas en 2026, c'est important de le préciser. Il s'agit d'un FPS avec une forte dimension tactique. On peut donner des ordres simples à ses coéquipiers via la croix directionnelle, donc se positionner à un point précis, poser des charges explosives, pirater des systèmes ou encore fournir un appui. Et cette mécanique repose sur une interface qui est très intuitive, qui permet de garder un rythme soutenu sans interrompre l'action. Le système encourage également la coordination plutôt que la simple puissance de feu. On ne peut pas y aller à 4 comme ça, comme des bourrins, parce que c'est la mort assurée. Donc il faut d'abord observer. C'est-à-dire, on va arriver à un endroit, on va tirer sur 2-3 méchants, on va dire à tel personnage d'aller à un endroit pendant que l'autre va nous couvrir avec sa grosse sulfateuse. Et de là, on a vraiment cette impression de, comme je disais tout à l'heure, de diriger cette fameuse escouade. Chaque membre de l'escouade Delta possède une spécificité. Fixer est l'expert en piratage et en technologie. On a Scorch, le spécialiste des explosifs, donc c'est le gros bourrin, clairement. Et on a Serve, le tireur d'élite. Donc c'est très très classique dans ce genre de jeu. On va même dire que c'est même plutôt l'équipe lambda dans ce genre d'opération. On l'a bien vu dans Alien. On l'a vu également dans le film Final Fantasy, les créatures de l'esprit. Mais ça n'empêche que cette répartition des rôles nous oblige à nous adapter stratégiquement en fonction des situations. Et l'intelligence artificielle des coéquipiers, bien que limitée, encore une fois, pour l'époque, ça reste efficace. Ils réagissent aux ordres, ils commentent les événements et interagissent entre eux de manière crédible, ce qui nous permet, nous, de nous attacher plus facilement à ces personnages, car ils sont universels. Niveau arsenal, c'est également très varié. Donc on a une arme principale qui est modulable, qui va s'adapter à différentes configurations. Donc on a un fusil d'assaut, un sniper, un lance-grenade, une sulfateuse, etc. car il y a d'autres petites surprises. Donc ce qui est largement suffisant pour pouvoir avancer dans ce type d'univers. Les ennemis, quant à eux, présentent des comportements diversifiés, donc allant des droïdes relativement prévisibles aux adversaires plus agressifs et imprévisibles, ce qui maintient une certaine tension, car ils peuvent arriver à n'importe quel moment. On a même des passages qui ont un petit peu une consonance survival horror. On va se retrouver dans des cavernes, dans le noir, juste éclairé avec nos lumières, où on peut se faire attaquer par des créatures qui sortent de nulle part. Et niveau immersion, ça marche en fait. Ça marche très très bien. Et ce qui marche également, c'est l'interface intégrée au casque du personnage. Donc les informations, santé, munitions, objectifs sont affichés directement dans le champ de vision, comme cette bonne vieille Samus, et ça donne l'impression d'incarner réellement un soldat sur le terrain. Les effets visuels comme les éclaboussures de sang, les interférences électroniques ou les impacts, donc ont vraiment une répercussion sur notre champ de vision. On a même une sorte de petit essuie-glace qui va nettoyer quand on a trop de matière organique ou de terre directement sur le casque, ce qui est quand même très plaisant à regarder. En ce qui concerne les personnages de l'escouade Delta, donc on va retrouver Boss, le leader, c'est ce que je disais tout à l'heure, donc c'est une figure calme et déterminée, qui guide ces hommes avec une belle efficacité. On a Fixer qui apporte une touche analytique, un petit côté un peu autiste, souvent concentré sur des aspects techniques et sur des petits détails lors des missions. On a Scorch, quant à lui, c'est un peu le comic relief. Il a une dimension plus légère, avec un humour qui contraste avec la gravité des situations. Et enfin, Sev, qui se distingue par son côté plus sombre et agressif,
C'est le reflet d'un soldat qui est marqué par une certaine violence des combats. Et ce qui est marrant, c'est qu'on voit qu'on a 4 clones, donc qui sont basés sur le même moule, mais que ces 4 clones ont évolué différemment. Ce beau monde offre une dynamique de groupe crédible. Les échanges entre les membres ne sont pas de simples lignes de dialogue, hein. Ils participent vraiment à la construction d'un esprit d'équipe. Et je vais vous dire, on s'attache quand même vachement à ses coéquipiers. Quand il y en a un qui tombe par terre, on a envie d'aller l'aider. Quand il y en a un autre qui est blessé, il y a un troisième coéquipier qui va y aller. Et du coup, on les entend pendant que le premier est en train de souffrir, le second va aller le réanimer. Donc nous, on est en train de les couvrir. Donc c'est bien, c'est qu'on a vraiment cette sensation de participer à un tout plutôt que d'être le centre du gameplay. La musique également du jeu mérite une attention particulière, tant elle contribue à l'atmosphère générale, hein. Elle est composée dans un style orchestral de base, inspiré des 2 œuvres de John Williams, donc ça ne change pas comme dans tous les jeux Star Wars, mais elle s'en distingue néanmoins par une approche plus sombre et plus martiale, et surtout on a des chœurs chantés en mandalorien tout au long du jeu. C'est très présent, et je trouve que ça marche, et c'est suffisamment original pour le mentionner. Le design sonore également, donc le sound design, comme on dit dans la langue de Donald Trump, au-delà de la musique, ça participe également à l'immersion, forcément, hein. Donc on a les communications radio de les membres de l'escouade, les bruits des armes, les cris des ennemis, on entend des petits cliquetis, des petits craquements à longueur de temps, et donc tout est pensé pour vraiment nous plonger dans cet environnement crédible. On a vraiment l'impression d'être enfermé dans ce casque à la place du soldat clone, et du coup ça donne un côté oppressant vraiment par moment, mais surtout ce côté suffocant en fait. Et je trouve que cette cohérence sonore renforce l'impact global, hein, de l'expérience, surtout si vous le jouez au casque. Vous avez vraiment un travail qui a été effectué dessus, mais un travail sans commune mesure, en tout cas pour l'époque. Le jeu est vraiment top, hein. Clairement, je ne vais pas aller par 4 chemins, et ce qui est dommage, c'est qu'une suite était envisagée par LucasArts. Donc intitulé provisoirement Imperial Commando, ce projet devait poursuivre l'histoire en explorant la transition entre la République et l'Empire, avec une approche encore plus sombre et mature. L'ambition était clairement de faire évoluer la formule vers une expérience plus vaste, capable de rivaliser avec des références majeures du jeu de l'époque, j'en parlais tout à l'heure, hein, comme la franchise Halo. Malheureusement, ça ne s'est pas fait, car ils ont préféré arrêter le projet qui était déjà en cours de développement au profit de la saga Battlefront, qui marchait plus à l'époque, comme c'était un... Battlefront, c'est un gros jeu multijoueur, et le multijoueur avait le vent en poupe à cette période. Donc du coup, malheureusement, c'est une suite qu'on n'aura jamais. Ils ont quand même sorti une série de romans, République Commando, en fait, en complément de ce jeu. Si vous avez l'occasion de les lire, ça peut être intéressant. Moi, j'en ai pas lu beaucoup, j'ai dû en lire 1 ou 2 à l'époque, et j'en ai des très bons souvenirs, mais j'ai jamais lu la fin, donc je ne pourrais pas vous dire comment ça termine. En conclusion, Star Wars République Commando s'impose comme une bonne pioche au sein de l'univers Star Wars, en choisissant de s'éloigner des figures emblématiques comme les Jedi pour se concentrer sur les soldats anonymes. Le jeu propose une approche plus intime et réaliste de la guerre des clones. Son gameplay tactique, son ambiance immersive et la qualité de son écriture en font une expérience plaisante. Et malgré les limites techniques, hein, liées à son époque, le titre conserve une identité forte et une cohérence remarquable. Il parvient à équilibrer action et stratégie tout en développant des personnages attachants, ce qui reste relativement rare, hein, quand même dans les jeux de tir de l'époque. Sa bande sonore est particulièrement soignée, je vous le disais tout à l'heure, ça vient renforcer cette immersion et ça apporte une véritable profondeur émotionnelle à l'ensemble. Donc ce jeu est dispo a priori un petit peu partout. Moi j'ai un pack sur Switch en fait avec plusieurs jeux Star Wars. L'avantage c'est que c'est un jeu comme qui a un petit peu vieilli graphiquement, on peut le jouer en nomade, ce qui est quand même très cool en fait, ce qui évite d'avoir des gros pixels sur sa télévision, parce que bon, la Switch sur un écran 4K c'est pas ouf, sauf si vous avez une Switch 2, mais là n'est pas le sujet. Plus qu'un simple produit dérivé, il demeure une véritable extension de l'univers, offrant une perspective différente mais complémentaire à celle des films. Il témoigne de la richesse de cet univers, et ça clairement c'est un univers qui est très très riche, même s'il a été malmené dernièrement, et de sa capacité à se renouveler à travers les expériences variées. Encore aujourd'hui, il reste une référence pour les amateurs de jeux Star Wars, et même pour les amateurs de jeux de tir. Preuve que certaines œuvres traversent le temps en fait sans vraiment perdre leur impact. Donc si vous êtes chaud et vous aimez Star Wars et vous avez jamais fait ce République Commando, il est assez court, hein, il se termine entre 8 et 10 heures, vous passez un très bon moment et ça reste suffisamment notable pour le souligner. C'est donc la fin de la chronique sur Star Wars République Commando.
Maintenant, je vais attaquer sur ma chronique sur Michael. Michael qui vient de sortir au cinéma et qui est réalisé par Antoine Fuqua, le réalisateur de Equalizer, de Training Day, de Tekken. Donc, what the fuck? Qu'est-ce que le gars fait dans un biopic musical? On va voir si ça valait le coup ou pas. Je vous dis ça maintenant. La production du film Michael s'inscrit dans une tendance forte du cinéma actuel. C'est revisiter les grandes figures musicales à travers des biopics spectaculaires et très léchés esthétiquement. Le succès de Bohemian Rhapsody, celui de Elvis, par exemple, ont clairement ouvert la voie, prouvant qu'il existe un public massif pour ce type de récit, et pas forcément un public qui a connu le chanteur à l'époque, car la jeune génération s'intéresse beaucoup à ce genre de biopic, qui fait que forcément ils ont un boulevard pour faire des pépettes, comme on dit. Mais raconter Michael Jackson n'a rien d'anodin. Le projet a longtemps été considéré comme risqué en raison de la complexité du personnage et des controverses entourant sa vie. Le choix également de Jafar Jackson, qui est un novice dans la comédie, c'est son tout premier rôle, que ce soit au cinéma ou à la télé, il n'a jamais rien fait avant, c'est en plus un membre de la famille, n'est pas forcément neutre. Il apporte une légitimité émotionnelle et physique, il a un physique qui se rapproche quand même beaucoup de Michael Jackson, même si par moments on voit que ce n'est pas Michael Jackson, forcément. Mais ça pose aussi une question pour moi qui est très importante, c'est quid de la distance critique? Le film a été conçu en étroite collaboration avec les ayants droit, ce qui explique en partie, on va dire, son ton mesuré, voire prudent. Il ne s'agit pas de construire le mythe, mais plutôt de le célébrer, tout en esquissant certaines zones d'ombre sans jamais les approfondir. Cette approche donne au film une direction claire, offrir une expérience spectaculaire et respectueuse, quitte à lisser certains aspects. Et c'est sans doute là que réside le principal limite du film. Michael manque de mordant. Le film, du moins la période couverte par ce film est pourtant l'une des plus intenses de sa vie. C'est une succession de bouleversements personnels et artistiques. Mais le film choisit une approche relativement consensuelle. Les conflits sont présents, mais rarement poussés à l'excès. On sait quand même que Michael Jackson était battu par son père de façon très régulière à coups de ceinture. Il y a une scène où on nous le montre, mais à partir de là, après, c'est terminé, en fait. Et c'est dommage, car ce genre de drame, en fait, contribue, on va dire, contribue à la psychologie de Michael Jackson. C'était une personne qui était très complexée par son physique, c'était une personne qui avait de gros problèmes avec l'autorité de son père, et le fait d'explorer davantage, plutôt que sur une ligne de dialogue, ce genre d'événement, aurait donné quand même quelque chose de plus puissant. Donc on reste trop en surface, comme si le film refusait de plonger dans les zones les plus inconfortables, et cette retenue donne une impression étrange, celle d'un récit maîtrisé, élégant, mais vraiment, même par moments, trop lisse en fait. C'est un film qui est calibré, qui est efficace, mais qui est quand même très contenu. Car le véritable axe dramatique du film reste la relation entre Michael et son père, Joseph Jackson. C'est le fil conducteur qui traverse toute l'histoire. Le film insiste sur le rôle déterminant du père dans la réussite des Jackson 5, tout en mettant en lumière ses méthodes autoritaires, ce que je disais tout à l'heure. Et cette dualité est intéressante. Joseph est à la fois le moteur du succès et la source d'un profond mal-être. Cependant, cette focalisation a un effet collatéral. Elle réduit la richesse du reste de l'univers de Michael. En centrant presque exclusivement le récit sur cette relation, le film néglige d'autres dynamiques tout aussi importantes. L'un des points les plus frustrants à mes yeux, c'est le traitement des personnages secondaires. Donc les frères de Michael sont présents, mais ils restent en arrière-plan, ils sont presque effacés. Leur rôle dans la dynamique du groupe est à peine exploré. Plus surprenant encore, l'absence quasi totale de personnages emblématiques. Janet Jackson, par exemple, qui est le 9e enfant de la famille. C'est une figure pourtant essentielle dans la famille Jackson, dont l'influence et la trajectoire mériteraient au moins une évocation. Mais la chanteuse n'apparaît tout simplement pas à l'écran, en fait. Il y a aucun rôle pour la jouer. Bon, c'est expliqué parce que Janet Jackson a émis un refus catégorique de participer au film, mais ça donne l'effet que le monde autour de lui semble parfois réduit à un décor, alors qu'il aurait pu enrichir considérablement le film. Là où le film excelle, en revanche, c'est dans les scènes de création. Il y a une séquence autour du clip de Thriller, qui est sans doute l'un des moments
à mes yeux, les plus marquants du film. On y voit un Michael qui est habité, en pleine effervescence artistique, qui repousse les limites de la musique et de l'image. Donc, il l'avait fait juste avant pour Beat It. Et je trouve que c'est là que le film prend tout son sens. En fait, la mise en scène devient plus audacieuse. C'est presque sensoriel. C'est dans ces instants que le film trouve sa véritable énergie. Et ces scènes permettent de comprendre qu'au-delà du mythe, le génie créatif de Michael Jackson, elle donne accès à son processus, à sa vision, à son obsession du détail. Il y a toute une scène où il est sur son banc de montage, en fait, où il cherche le titre qu'il va mettre pour préfigurer sur son album, en fait. Tout le monde lui demande de mettre Michael Jackson, mais lui veut pas parce qu'il trouve ça trop pédant, donc voilà. Donc le titre, ça sera Thriller. Et du coup, on a un système de cut, en fait, entre le regard de Michael, des films qu'il regarde à la télé avec Bela Lugosi qui fait la voix d'ailleurs qu'on entend dans le clip Thriller, et qui regarde aussi le fameux paperboard avec tous les petits post-it des titres potentiels et tout, la musique qui arrive au rythme des changements de point de vue. Et là, on a quelque chose de vraiment prenant et qui marche très très bien. C'est forcément couplé à la bande-son aussi, qui a un rôle central dans la réussite du film. Clairement, si c'était une autre bande-son, le film ne serait pas aussi bon à mes yeux. Chaque morceau est utilisé avec précision comme un levier émotionnel. La musique ne se contente pas d'accompagner les images, elle structure le récit, lui donnant un rythme et de la puissance. Elle compense en partie le manque de tension dramatique en apportant une intensité immédiate. C'est un choix efficace qui se rapproche du film Bohemian Rhapsody dans sa construction. On retrouve cette logique de best-of narratif ou de jukebox ambulant, on va dire, et les morceaux emblématiques servent de pilier au récit. Car le montage, je le disais tout à l'heure, c'est vraiment un des points forts du film. C'est rapide, c'est fluide, ça donne une impression de mouvement constant. Les transitions entre les époques sont bien gérées, donc c'est un gros carton avec la date en plein milieu de l'écran et la musique est liée à cette date-là. Et donc ça reste très lisible malgré la densité de certains événements. Et je trouve que la mise en scène d'Antoine Fuqua met particulièrement en valeur la danse et la gestuelle de Jafar Jackson. Franchement, ce gamin-là, il est incroyable en fait. Il fait des choses. Enfin, il y a des moments, c'était Michael Jackson dans le corps d'un autre mec. Enfin, c'est assez bluffant. Et je trouve que chaque performance filmée donne souvent, déjà c'est souvent filmé avec des plans larges pour laisser respirer le mouvement et qu'on puisse voir un petit peu en détail les pas de danse, et je trouve que ce film m'a impressionné à ce niveau-là, quoi. Car Jafar ne se contente pas d'imiter, il incarne vraiment Michael Jackson, et sa présence à l'écran est quand même assez magnétique et c'est presque troublant par moments. Donc pour moi, rien que pour la performance de ce gamin, ça vaut vraiment le coup d'être. Si le film peut sembler trop consensuel d'un point de vue purement critique, et ça, on va pas se le cacher, il fonctionne quand même parfaitement sur le plan émotionnel, en particulier pour les fans, bien sûr. L'attachement à Michael Jackson joue un rôle clé. Le film agit comme une célébration, on va dire, un hommage. Ça ravive des souvenirs, des émotions, une connexion personnelle. Et dans ce sens, le film remplit pleinement sa mission. Il ne cherche pas à déconstruire, mais à faire ressentir. Et pour beaucoup de spectateurs ou de fans comme moi, je trouve que ça suffit largement. Au départ, je pensais que c'était un film qui était vraiment réservé aux fans de Michael Jackson et que si t'aimais pas la musique ou au moins le personnage, t'allais passer à côté du propos. Et j'ai parlé avec deux, trois personnes de la génération Z, on va dire, qui ne connaissaient pas Michael Jackson, alors que pourtant c'est pas si vieux, mais bon, voilà, pourquoi pas. Et ils ont beaucoup apprécié le film en fait, et ils ont surtout halluciné de l'ampleur du personnage. Donc j'ai l'impression que c'est un film qui touche plusieurs générations. Donc ça, c'est une chose que je tenais à relever. Et pour moi, il est difficile de ne pas voir à quel point Michael s'inscrit dans le sillage de Bohemian Rhapsody, donc sa structure narrative est construite autour de moments clés et de performances iconiques. Ça m'a immédiatement rappelé ce film qui occupe une place très particulière pour moi. Le biopic consacré à Freddie Mercury est à mes yeux bien plus qu'un simple film. C'est une œuvre qui touche à mon intimité et à ma vie perso pour diverses raisons. Et ce film est similaire sur beaucoup de points au film précédent. Et je trouve que c'est la force de ce genre de production. Ces films ne cherchent pas uniquement à raconter une vie, mais à provoquer une émotion directe, immédiate, comme je le disais tout à l'heure, universelle, quitte à tordre malgré tout la réalité. Certaines choses ne sont pas mentionnées dans le film, d'autres choses sont mentionnées mais plus tardivement, comme s'ils avaient refait un petit peu la chronologie des événements.
Et Michael fonctionne de cette manière, malgré ses limites, malgré son côté parfois trop sage. Il parvient à toucher quelque chose de sincère, et il y a dans cette approche, on va dire feel good, une approche, enfin du moins une efficacité redoutable, celle de nous raconter, de nous reconnecter à une musique, à une époque, à une figure qui malgré tout nous a manqué. Et ça fonctionne, car ça fait 3 jours que j'écoute du Michael Jackson en boucle. Et ce parallèle avec Bohemian Rhapsody n'est pas une faiblesse, bien au contraire, il renforce l'impact émotionnel du film en s'inscrivant dans une tradition des biopics musicaux qui privilégient le ressenti à l'analyse brute. Et dans ce cas, cela a pleinement fonctionné. Là où j'ai été surpris, c'est que le film est en 2 parties. Donc j'en parle maintenant parce que je l'ai appris à la fin du film. Donc le choix de conclure sur le bas de tour est à la fois logique et frustrant. Logique car il marque le sommet artistique, frustrant car il laisse d'un côté toute la partie, tout un pan de la vie de Michael Jackson, et le carton final annonçant la suite, donc Michael va revenir, que le projet est pensé comme une fresque en plusieurs volets. C'est une décision intéressante qui pourrait permettre d'aborder des périodes, surtout la période d'après qui est plus complexe et plus sombre, on va dire avec davantage de profondeur. Mais il y a quand même un goût d'inachevé à la fin, car on ne sait pas quand cette suite va sortir. D'après ce que j'ai lu sur Internet, la suite a déjà été tournée, ils ont déjà énormément de rush pour la suite, donc c'est prêt à être monté. Le souci, c'est qu'avec tous les soucis juridiques qu'a eu Michael Jackson et avec tous les ayants droit, certaines choses peuvent être dites, d'autres choses ne peuvent pas être dites, et là ils sont dans un bordel juridique sans nom pour pouvoir démêler le vrai du faux. En conclusion, Michael Jackson est un film paradoxal. Il est à la fois spectaculaire et retenu, émouvant mais parfois superficiel. Il brille par son interprétation, sa musique et ses scènes de performance, mais laisse un goût d'inachevé dans son exploitation du personnage. C'est trop sage pour capturer pleinement la complexité de Michael Jackson. Il reste néanmoins une expérience forte, portée par une sincérité indéniable. Pour un fan, c'est un voyage puissant. Pour un spectateur plus distant, c'est un biopic efficace, mais qui aurait pu être beaucoup plus audacieux. Et peut-être que la suite osera, on va dire, et j'espère que la suite osera aller là où ce premier chapitre n'a fait que effleurer cette réalité. Donc Michael Jackson, c'est actuellement au cinéma. Je vous le recommande fortement. Si vous aimez sa musique, vous allez passer un excellent moment. Et rien que de voir les scènes de danse de Jafar Jackson sur grand écran, ça fiche les poils. Voilà ce que j'avais à vous dire. Ainsi se termine donc ma chronique sur Michael Jackson. Donc je suis désolé, c'est peut-être un petit peu roché. J'ai fait cet épisode un petit peu dans l'urgence pour que vous puissiez avoir quelque chose aujourd'hui. En attendant, moi je vais m'arrêter ici. Je vous souhaite une excellente semaine. Jouez à des jeux vidéo, allez voir des films, lisez des livres, des BD, ce que vous voulez. Faites-vous plaisir et kiffez. C'est très important. 2026 est une année assez compliquée géopolitiquement parlant, mais c'est vrai que humainement pour moi et pour Sid, du coup, c'est une année à marquer d'une pierre blanche. Mais ça n'empêche qu'il est important de prendre soin de vous. Voilà. Moi, je vous souhaite une excellente semaine. Sid également, même s'il n'est pas là. On est de tout cœur avec toi, Sid, en tout cas, quand tu feras le montage. Et la semaine prochaine. Ciao!